Alors moi je vais vous emmener donc plonger, on ne va pas plonger très profond, il ne faut pas faire de palier, il ne faut pas perdre de temps. Ce que je vous propose toujours c'est d'ouvrir des portes, de ne pas rentrer dans la pièce, de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas fait de recherche, si vous voulez, en tout cas sur certains domaines, donc c'est surtout une vulgarisation et présentation de, en fait, maintenant tout ce qui vous a été dit, puisque les 80% des pollutions marines viennent de la Terre. Qu'est-ce que deviennent ces produits? En particulier, on s'arrêtera sur les pollutions des perturbateurs endocriniens, sur cette mer Méditerranée. On restera sur la mer Méditerranée, on ne parlera pas parce que c'est totalement différent des pôles, par exemple, ou des lacs. Vous savez que dans les lacs, par exemple, aux États-Unis, il y a des études qui ont montré qu'il y a maintenant beaucoup de morts avec des amibes, donc plus de morts même que de requins, pour vous donner certains exemples. Vous savez que la Méditerranée, ça reste une des mers, pour ceux qui plongent, en tout cas ils le savent, exceptionnelle de beauté. 10% de la biodiversité mondiale des océans, qui est représentée que sur 1%. La Méditerranée ne représente qu'1% des océans à peu près. Donc déjà, une notion importante, un terrain de jeu qu'il faut bien connaître. Deuxième volet, et j'aimerais que ça reste aussi le fil bleu, parce que c'est pas le fil rouge tout le long, c'est un petit peu la modestie, parce que c'est très compliqué de travailler sur une mer. Vous allez voir, c'est un terrain en 3 dimensions. Alors on va se promener, on va, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un inventaire à l'après-vert, on va essayer de s'arrêter sur certains points, parce que vous imaginez, je ne serai pas exhaustif, les polluants, pratiquement on retrouve énormément de choses dans cette mer, et de plus en plus, vous savez qu'elle a été signalée comme la mer la plus grande en niveau de densité de plastique. On pourra en reparler. Donc on va se promener comme ça, avec dans un premier temps un regard particulier sur ce milieu, parce qu'il faut bien le comprendre, il faut bien voir que si on demande à dessiner, donc si vous voulez, aux enfants, la mer, ils vont vous dessiner point bleu, surface bleue, ils vont vous dire par contre, et imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une zone marine, eh bien, il y a des gens autour, avec, je ne l'apprends pas, que le plan bleu a démontré que la plupart de la population mondiale va vivre en 2050, sera sur les bords de rivages. Donc ça veut dire que là aussi, la pollution va s'accroître. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on demande à dessiner, et pour vous, je ne sais pas, si je vous demande de dessiner la mer, vous allez me dessiner ça. En étant en mer, on balade, on voit donc un rivage méditerranéen typique, pas tellement construit. Je vous demande de regarder, c'est que sur le bord, et on retrouve très vite du vert. Ça aussi, je me bats pour démontrer que la Côte d'Azur n'est pas partout bétonnée, qu'il faut encore se vendre. Car vous savez, des jours qu'il y a le regard du vivant, du mort, et puis celui du marin. Vous voyez que le regard du marin, il vous montre aussi qu'il y a du vert. Donc il faut défendre. Et on dessine donc cette mer comme ça, un trait. C'est pas ça la mer. La mer, si vous voulez, c'est des composants en 3 dimensions. On a une eau qui est très différente. Quand on plonge, on le sent. On a ce qu'on appelle la thermocline. Dès 15-20 mètres, on a des changements de température. Il faut comprendre donc, que ces masses ne se mélangent pas. Vous voyez déjà pour l'étude des polluants. Plus une eau est, si vous voulez, peu salée et chaude, plus elle est légère, elle va rester en surface. Pas de chance, c'est en surface, on va voir que la plupart des polluants vont se situer. Plus une eau est salée et froide, elle va descendre au fond. Pas de chance, elle va emprisonner les polluants. Vous voyez que le terrain de jeu, en fait, devient un petit peu d'étude, devient compliqué. Et puis, c'est là qu'on rencontre aussi les plus grands sommets. Et oui, c'est là qu'on rencontre aussi des zones plus ou moins escarpées. Une pollution pétrolière sera en fonction du pétrole, bien sûr, totalement différente, si c'est du pétrole lourd ou de l'essence, mais aussi en fonction de la côte, déchiquetée, complexe, elle va venir se briser, ça sera difficile à nettoyer, sableuse, elle va venir iriser la mer et emprisonner même des animaux pas forcément marins comme vous l'entendez, mais des oiseaux. Vous voyez que donc la complexité et l'étude de ces pollutions, mais on va faire très simple, ne vous inquiétez pas, on va se promener un petit peu rapidement sur l'ensemble de ces polluants, puis s'arrêter peut-être à la fin, on verra sur les plastiques, parce que c'est aujourd'hui un domaine très particulier où on peut se poser des questions sur cette pollution plastique, et j'aimerais aussi vous surprendre là, c'est peut-être pas l'ennemi, n'est pas là où on l'attend. Alors, d'abord, toujours pareil, il faut rester, moi je reste j'espère, rester un peu scientifique, hein, même si je suis à la retraite depuis 1 an, garder les pollutions marines, et vous voyez ce que dit l'ONU. Et donc c'est pour ça que je ne parlerai pas à ces collègues qui m'avaient dit je ne vais pas vous parler des méduses, parce que les méduses, ce n'est pas de la pollution. Comme je ne vous parlerai pas des troncs d'arbres dans l'eau après la pluie importante, et on verra que ça a une incidence, ce n'est pas de la pollution. D'après l'ONU, la pollution, c'est quelque chose qui est apporté en plus par l'homme. Je reste simple sur cette définition. Donc c'est quelque chose vraiment de pas naturel. J'en profite juste, puisque j'ai dit pas naturel, pour vous dire que, en fait, le contact qu'on a à la mer, et même avec les polluants, on peut se protéger en apprenant ce livre qui est la nature. C'est exactement pour moi comme de la grammaire. Il y a des verbes, il y a des adjectifs, il y a des conjugaisons qui se font, et on a oublié ces conjugaisons avec la nature. Quand vous allez sortir de cet amphi, bien une bonne journée bien pleine, moi je vais vous demander de penser une chose,
essayez de voir d'où vient le vent. Vous verrez comme on est loin de la nature, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, et quel type de vent c'est. Et on est vraiment... Et là, aujourd'hui, on critique énormément la nature. Je dis toujours, si vous ne voulez pas de méduses, pas de requins, pas de poissons, baignez-vous dans votre baignoire. Et encore. Alors, on va se promener, donc on va voir d'abord la définition des pollutions et de leurs sources. Et en particulier, ne croyez pas que tout n'est que dans les rivières, les fleuves, en particulier le Rhône, apportent des... Je voulais vous marquer pour que vous le compreniez. Ça, qu'on le veuille ou non, ben, c'est déversé dans notre Méditerranée. Je ne vais pas, on va pas faire d'inventaire. Je vous demande simplement de garder le chiffre de 120 000 tonnes de produits pétroliers. 120 000 tonnes de pétroliers, je reviendrai parce que les journaux, ma radio préférée, France Bleu, Le Monde, etc., dès qu'il y a une pollution d'un bateau, vous signalent tout de suite, c'est catastrophique. Mais en fait, tous les jours, le dégazage et les pétroles qu'on met en mer sont équivalents en fait à une pollution. Donc vous voyez déjà le nombre de produits qui sont charriés par les rivières, par le Rhône, par l'ensemble des fleuves qui se jettent en Méditerranée, mer fermée, hein, qui met 100 ans pour se renouveler. C'est important de savoir, c'est vraiment un laboratoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette Méditerranée. Parce que si on arrive à trouver des solutions dans un bocal, on est capable de trouver ailleurs. Et puis, donc, partie terrestre, mais aussi partie aérienne, il faut le comprendre. Les eaux de pluie, les vents et les particules qui vont amener des produits qui peuvent venir de nos voisins du Sud, du Sahara, des particules fines, urbaines. Autour des grandes villes, on l'a vu, c'est pas pareil, la pollution à Marseille. On a de la chance, d'habiter à Nice, on a peu d'industrie. Alors dans ce cas-là, c'est un bénéfice. À Marseille, par exemple, ils ont énormément de, lorsque le vent souffle, ils ramènent des produits à terre, des aérosols. Alors, c'est négligeable en pleine mer. Ça aussi, c'est intéressant de voir, c'est dès qu'on s'éloigne un peu de la côte, on retrouve une mer plus ou moins pure, on va le voir. Mais c'est important pour le littoral, en particulier, on en a parlé, avec des pluies acides. Et si vous promenez le long du littoral, chemin des douaniers, lorsqu'il a plu, vous allez voir cet impact en fait, de la mer sur la terre. C'est ça aussi qu'il faut retenir, ça aussi c'est une pollution qu'il est intéressant de comprendre et dont l'évolution va se modifier avec le réchauffement climatique. On m'a demandé de faire un lien, vous allez voir que mauvais rapport qui vient de sortir. On n'a plus, moi je le savais, j'ai été traité de fou par un, non, je ne dirais pas le nom, par un ministre, parce que je disais qu'on ne passerait pas les 5 degrés. Hein. On en est à 2, et là il y a un rapport qui vient de sortir, on en est à 7, hein, je crois. Donc vous imaginez, on ne rentrera pas dans les détails, on répondra aux questions si vous voulez, quelle est notre Méditerranée à 7 degrés? C'est horrible. On va arriver sur les pollutions microbiologiques, donc c'est ce qui est le titre des eaux de baignade. C'est peut-être la partie la plus courte, parce qu'on a de la chance en France, et en Europe, tout est très bien structuré, bien réglé par nos amis de l'ARS qui nous démontrent à chaque fois des dosages complets. Mais je voudrais faire juste un rappel parce que Nice était, qui n'était pas né en 1994, était à la tête d'une notion importante. Il y avait deux professeurs qui se battaient. Vous voyez, ça arrivait déjà depuis, ça arrive au CHU, mais donc là c'était amusant. Il y avait un professeur Aubert qui était un microbiologiste qui disait, pour vous dire, 94, pour moi c'est hier. Hein. On jetait tout dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez connu, mais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, toutes les super villas des califes et des rois, et ben l'eau partait directement, ça allait en mer. Et on appelait ça le pouvoir auto-épurateur de la mer. C'est-à-dire on considérait que tout ce qu'on pouvait jeter dans l'eau, de toute façon, c'était pas tout à fait faux, vous verrez, c'est pour ça qu'elle continue à vivre. Et ben la mer était capable, par dilution, par bioaccumulation, de se soigner. Et puis à côté de ça, il y avait un autre professeur de bactériaux à Nice qui s'appelait Van der Kerkhoff, et qui disait, CHU de bactériaux à Nice, en 80, qui essayait de démontrer, qui prenait des étudiants, et le matin, à 6 h du matin, on allait sur les rochers pour ramasser de l'eau et démontrer que non, c'était pas vrai, que lorsqu'on jetait un produit en mer, il avait quand même une résonance. Tout ça pour vous dire, vous voyez, ce sont des notions récentes. Ne croyez pas qu'on est, moi je dis toujours, il faut rester optimiste. 94, on jetait tout à la mer. Allez, le caca et le reste. C'est pas si grave que ça, puisqu'en fait, elle a maintenu. Et puis, bon, l'ARS est arrivée à faire nos eaux de baignade de bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, on met la ceinture et les bretelles. Hein. Il ne faut absolument pas que, je sens que j'en sais quelque chose en anesthésie, il ne faut pas que le pantalon tombe. Donc, on va faire des notions partout, des dosages partout. Il y a un site qui est très très bien fait, Baignade Santé Vous, vous allez chercher, vous regardez si vous pouvez vous baigner, qu'est-ce que vous risquez. Parce que les bactéries, bien sûr, ça ne se voit pas. Hein. Les bactéries, ils le savent. Ça ne se sent pas. Ça se sent pas tellement. Il y a des endroits où ça peut se sentir. Et il y a des notions. On va chercher comme ça. C'était le problème qui est dans la région sud, c'est que c'est très difficile à trouver. On est en train de se battre. L'an prochain, on va essayer. Si vous voulez, normalement, ça devrait être affiché, au moins sur les plages. C'est pas affiché.
Donc, alors, la seule notion de dire, c'est qu'on a peu d'accidents, donc ça veut dire que dans la plupart du temps, la mer est bonne, on pourrait rentrer sur le côté de dire, ben, c'est un pouvoir auto-épurateur, et c'est surtout le premier mètre. Mais il y a une notion essentielle, et lorsqu'on a des accidents, c'est surtout après les grosses pluies, les gros orages qui vont en arriver la dimanche, ben c'est sûr que si vous baignez lundi ou mardi, vous allez avoir énormément de produits qui ne sont, alors, sur la définition, qui ne sont pas des pollutions. Vous allez avoir des descentes en particulier de produits de grands fleuves qui vont venir en mer. Et qu'est-ce que vous allez avoir le plus? C'est que vous allez avoir le ruissellement, alors ça c'est de la pollution par contre, des routes, des peintures routières. Et comme il n'a pas plu depuis très longtemps, dernièrement il y a un très beau film qui passe, très belle image qui passe sur Facebook, où vous avez des routes avec pratiquement, on dirait qu'il y a du savon. Et là vous pourrez le voir, toutes les routes vont être savonnées. Et qu'est-ce qui va tomber? Va tomber dans l'eau. Ce qui fait en fait la véritable pollution de la voiture, c'est pour ça que la voiture électrique, la voiture diesel, la voiture à essence, c'est pas tellement le moteur qui pollue. Qu'est-ce qui pollue? Les plaquettes de frein. Et oui, c'est-à-dire y compris celles du tram. Tout ça va partir en l'eau avec cette ferrite. C'est ça qui va polluer. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre, c'est très important, à se passer bien. Qu'est-ce qu'on dose? Je dis que je passerai très vite, donc je vais passer très vite. Ben, dès le 15 juin au 15 septembre, 10 à 20 à un jour avant l'ouverture, l'ARS impose donc de faire des dosages. On cherche essentiellement, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, deux molécules, deux bactéries, les Escherichia coli, l'entérocoque. Ça veut dire que donc là, il y a un point important de contamination, et si on en trouve un certain dosage, on va le bloquer. On dose aussi, c'est amusant, on le fait surtout parce que c'est très pénalisant. On cherche certains phytoplanctons, certains zooplanctons où il y a des blooms, parce que ce qu'on appelle encore une fois, nous, la mauvaise mer, vous savez, le mauvais temps, ben, c'est pas du mauvais temps pour les animaux. Printemps, automne, là ça va arriver, la mer va bouger, va s'agiter, les anglo-saxons appellent ça des upwellings, c'est-à-dire qu'il y a des fonds marins, des nutriments qui vont remonter et qui vont donner du blush, c'est-à-dire qu'on va créer de la salade planctonique, et les poissons sont en train d'attendre, on va leur servir leur repas, et c'est en automne qu'ils vont pouvoir manger. Donc vous voyez, ça aussi, c'est des notions intéressantes de dire que ben, c'est pas du mauvais temps pour les poissons. Alors très vite, vous allez retrouver, ça c'est pris ici, hein, pour celle du bas, on va fermer à titre, ce qui est intéressant, c'est à titre préventif. Alors pourquoi on ferme les plages? Parce que lorsqu'ils ferment les plages, ils n'ont plus besoin de faire des dosages. Donc en vrai, c'est content, comme ça on se dit, on ne va pas indiquer 5-6 jours de suite qu'on va retrouver des Escherichia coli ou des entérocoques. Encore une fois, je pense que c'est pas le plus grave. Voilà, la baignade interdite, à titre toujours pareil, préventif, en raison d'un risque de dépassement des normes bactériologiques. Un exemple, pris à Nice, pour ceux qui connaissent, la vue, ça aussi quelquefois on ne le signale pas, il y a des travaux qui sont faits, là c'est une pollution, puis personne n'avait mis un panneau, là c'était en hiver, donc bien sûr il n'y avait pas de baigneurs, mais on retrouve, vous voyez, ces zones où on retrouve de l'argile en fait, et des produits terriens donc, qui vont partir dans l'eau. Alors c'est pas nocif pour l'homme, on pourrait se baigner là, c'est par contre très nocif, Monaco en sait quelque chose, pour les Posidonies, parce que pendant quelques temps, ces plantes qui nous apportent une grande partie de l'oxygène vont être bouchées et vont mourir. Vous voyez où vont un petit peu donc, la pollution. Et puis alors bien sûr, quelquefois on est dépassé, hein. On n'aimerait pas aller sur cette plage-là, en particulier, on dit si on perd son enfant, il faut en refaire un autre, parce que ça m'étonnerait qu'on le retrouve. Vous imaginez un petit peu ce site de plage, avec en particulier aussi le réchauffement climatique qui nous atteint. On a de la chance, c'est pas encore sur place. Alors, le meilleur capteur, en fait, et ça prouve que nos eaux sont belles, moi je dis toujours, c'est les urgences. Les médecins généralistes aussi. Parce que dès que vous avez des irritations des yeux, des gastro-entérites, des troubles estomacs, vous allez voir. Et bien, cette année, on n'en a pas eu, pratiquement pas. Ça aussi, c'est un bon point. Et ça donne en faveur aussi de sacrés pouvoirs auto-épurateurs. C'est-à-dire qu'on est tous sur une bande, allez, parce qu'on n'est pas très sportif, c'est vrai, de bouées jaunes de 300 mètres. Et malgré tout, quand on sort de l'eau, on n'a pas les yeux rouges, on n'a pas la diarrhée. Et bon, ça arrive plus souvent, en fait, quand on mange des moules ou des huîtres. Pourquoi? Parce que ça vous viendrait l'idée de manger votre filtre à café. C'est vrai que c'est des filtreurs, 300 litres par jour, et ça m'a toujours étonné, moi, qu'on puisse manger, même si c'est bon, des moules, des huîtres. Imaginez-vous que le matin, en fin de journée, vous gardez votre filtre, et vous dites, allez, ce soir, on mange le filtre à café. Voilà, donc ça, c'est plus important de surveiller ça. Alors, je vous passe le détail, il y a toute une notion de bonne, excellence, mais dans l'ensemble, la mer Méditerranée, il y a peu de bactéries parce que, si vous voulez, on a fait des gros progrès, en particulier sur les stations d'épuration. On va voir que ça fera plaisir à Véronique. Ce qui est plus embêtant, ça va être les médicaments qu'on va retrouver dans l'eau, les antibiotiques qu'on va retrouver dans l'eau, qui passent toutes les mailles. Et on va passer aux pollutions chimiques. Vous avez vu que j'ai mis un petit point rouge, c'est pas souvent que je mets du rouge. Un point rouge parce qu'on reprendra à la fin les pollutions avec les macrodéchets, en particulier le plastique, parce que c'est vraiment, je crois, notre ennemi, en particulier les microplastiques, et ça fera plaisir à
a fait une chaîne parce qu'on va rentrer dans les nanoparticules et des perturbateurs endocriniens. Alors, classique, c'est-à-dire on retrouve un peu sur un écosystème, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accumulation constamment. Tout va à la mer. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des associations qui peinent à la peinture sur les bouches d'égout. Ici commence la mer. Je veux dire, autant changer la bouche, c'est vrai que ça coûte plus cher, et le marquer en cuivre, parce que sinon la peinture retourne. Mais c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est que tout part à la mer. Tout, dès qu'on jette un mégot, on va le voir, ben on repart à la mer. Et on a donc des produits chimiques, bien sûr agricoles, c'est essentiellement les pesticides. On a de la chance, nous ici à Nice, on n'a pas beaucoup d'agriculture en bord de mer, et surtout sur les hautes industrielle avec des métaux, on n'a pas beaucoup d'industrie. On a dit qu'on parlait de la Méditerranée en général, mais vous imaginez qu'à Marseille c'est important. Et puis alors les patients avec des médicaments. Ça c'est un vrai problème, parce que les métabolites des médicaments, eh bien ils sont encore actifs. Et on va le voir que ces métabolites, eh bien, en particulier la pilule, eh bien, on va la donner aux girelles, on va les donner aux SAR, hein, et ben, ils vont avoir une contraception. On va aussi avoir, s'il y a une étude qui a été démontrée, que si vous baignez, je crois, en baie des Anges à 15h ou à 17h, vous avez un taux de paracétamol très important. Hein, vous aurez pas mal de tête. Donc, je veux dire, tout ça, c'est vraiment le problème, c'est le médicament. Nous, on est en contact avec deux laboratoires pour voir si on ne peut pas avoir des métabolites inactifs. C'est-à-dire si vraiment ils sont capables, lorsqu'on va uriner ces médicaments, c'est comme ça que ça se passe, qu'ils deviennent inactifs, et c'est très compliqué. C'est souvent là une pollution qui est vraiment complexe, elle est à la fois de surface, et puis elle va descendre, vous avez compris avec ce mélange des eaux, elle va descendre dans les fosses marines et s'installer. Et c'est là qu'on parle de contaminants sournois, parce qu'ils vont rester, ils vont être fixés constamment dans les grandes fosses, et on va les retrouver. Heureusement, on est peu malade parce que l'impact est fait parce qu'il y a vraiment un phénomène de dilution dans le temps, et ça c'est des dilutions qui sont très importantes, et il y a une auto-épuration des rejets par une fausse auto-épuration, parce que par les animaux marins qui vont les absorber. Quand je dis animaux marins, ça va du zooplancton à l'espadon, bien entendu, que vous allez les retrouver dans votre assiette. Mais là, on parle de la mer Méditerranée, on ne parle pas de votre assiette. C'est-à-dire que là, il va y avoir une récupération par toute la faune et la flore marine, avec une disposition importante, d'autant plus, bien sûr, qu'on a du bourriton. On va trouver tout en mer. Hein. Je dis, quand on plonge, c'est pas amusant, parce qu'on se demande, mais vraiment, vous pouvez, je sais pas, imaginer, depuis la chaise bleue, alors maintenant on ne les trouve plus parce qu'ils les ont vissés, mais jusqu'au vélo, jusqu'à la machine à laver, vous pouvez imaginer n'importe quoi, jusqu'à la caméra, il y a des vieilles caméras qu'on trouve à l'eau. Je vous parle du téléphone, ça, j'en passe les détails. Alors le téléphone, c'est pas le plastique qui est embêtant, hop, bien entendu, c'est le cadmium qui est à l'intérieur. Et vous avez là, la promenade intérieure, vous retrouvez des produits qui vont rester des mois et qui vont même habiller les animaux, et le danger est là, hein, dans ces pollutions. On va faire vite pour ça, parce que vous le retrouvez partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer peut-être les choses sur lesquelles les portes, sur lesquelles vous n'allez pas ouvrir dans la pièce. Un point, une parenthèse importante, c'est le tabac. On a parlé du tabac, et on a vu qu'il y a besoin, il y avait du cadmium, et le tabac, les mégots de tabac, c'est vraiment quelque chose d'affreux, parce que lorsque vous jetez un mégot de tabac, et aujourd'hui, tout est fait pour. Les voitures, il n'y a plus. Moi, je vais vous paraître un vieux. Moi, j'avais des voitures, à l'intérieur, il y avait des cendriers. On a interdit le cendrier, on a laissé la même cigare, hein, mais on a interdit le cendrier. Ce qui fait que maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent, bien entendu, parce que l'éducation change aussi, ils jettent par la porte, par la fenêtre, et là, vous retrouvez votre mégot qui, même quelquefois, qui fume encore, c'est-à-dire consomme de l'oxygène pour rien, et puis vous allez le retrouver après en mer, et là, c'est vraiment très, très, très néfaste. Les pollutions organiques, aussi on va les survoler. Bon, le pollution organique, l'avantage c'est qu'il y a une biodégradation et qu'on va retrouver ces produits de dégradation avec des concentrations différentes et des produits non biodégradables. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on trouve de plus en plus, la chance, de produits biodégradables que de produits non biodégradables. Et donc il va falloir étudier l'ensemble de ces métabolites. Il faut savoir quand même qu'on trouve en 45 mg par litre de produits total organiques dans la mer, hein, et qu'on a dans certaines zones portuaires, pas le port de Nice, le port de Cannes, 50% qui vont augmenter de zooplancton, qui sont des produits vraiment nocifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baigner dans les ports, parce qu'on va prendre un bateau de face, mais c'est parce qu'on risque d'atteindre des points très urticants. Au niveau des pollutions industrielles, deuxième volet, on va retrouver donc toute une série de pollutions passées, et on les retrouve d'autant plus importantes que la Méditerranée, encore une mer fermée, qui a contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup d'industries, surtout dans le bassin, dans la région sud, hein, où ils font des gros efforts, mais dans la région sud, où il y a quelques industries qui commencent à décoller, la zone de Marseille, vous avez tous entendu parler de ces bouts rouges, et le problème c'est le continuum, c'est-à-dire que là, ça ne s'arrête pas, on va continuer à déverser constamment. Alors, j'ai mis volcanisme parce qu'il y a un peu du mercure, du cadmium, du cuivre, du plomb, du zinc, et tout ça, ça va rentrer dans la chaîne alimentaire.
ça qu'il faut comprendre, et ça va s'accumuler. C'est-à-dire que vous allez avoir le zooplancton, la crevette. On a une photo où on voit donc une crevette en radioprotection, où vous verrez qu'à l'intérieur, en radioactivité, vous verrez à l'intérieur qu'on a des nanoparticules. Et puis la crevette, elle va être mangée par la sardine ou par le merlan. Puis ils vont être mangés par le thon, qui peut être chassé même par un gros espadon et même terminé par un dauphin qui peut manger des centaines et centaines de sardines. Il y a l'université de Corté, on dit toujours qu'on ne travaille pas beaucoup chez nous. L'université de Corté, en France, a travaillé beaucoup sur le mercure, et les foies particuliers de dauphins échoués et analysé des taux de mercure gigantesques. C'est ce que disait tout à l'heure l'ANSS, c'est que l'éducation nationale a même signalé pour ses enfants à l'école à la restauration de maximum de faire que 2 portions de poisson par semaine. Vous voyez que ce n'est pas forcément si bon que ça, on mange du poisson. Ça pas vrai. Au moment où je le dis, et là on retomberait souvent, c'est la même phrase, que le repas méditerranéen c'est le meilleur. Il faut manger des sardines, il faut manger des maquereaux, il ne faut pas manger du thon, etc. Parce que celui-là il est très pollué. Et je répète encore une fois, tout ce qui est poisson loué, sardines, c'est bien. Et puis on peut se promener comme ça, donc on va retrouver du cadmium. Le cadmium est en augmentation parce que on retrouve beaucoup de téléphones à l'eau. Les détergents, c'est un problème qui est en voie de résolution, c'est-à-dire qu'on trouve de moins en moins de détergents non biodégradables. Énorme grande variété, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le danger du détergent, c'est quoi? C'est que. Alors c'est embêtant parce que le détergent, il y a certaines stations d'épuration, à Nice on a de la chance avec lesquelles ça se passe, qui ne sont pas capables. Certaines stations d'épuration, zones en particulier, zone de Palavas-les-Flots, enfin Montpellier, qui n'ont pas la façon de les récupérer. Le détergent va passer les mailles et on va le retrouver en mer. Et lui, restant posé, il fait un éclatement des membranes cellulaires, c'est-à-dire qu'on a les organismes qui vont complètement mourir lorsqu'on a un certain taux de détergent. Ces taux de détergent, on les a quand? Bizarrement, on les a les dimanches soirs. Pourquoi le dimanche soir? Parce qu'il y a des zones comme ça, on fait l'amour le samedi, puis le dimanche on fait la lessive. Donc, le dimanche, on retrouve donc en fait énormément de détergents qui sont jetés en mer. Et on retrouve donc les grandes villes, Marseille, Golfe de Gênes. Alors le Golfe de Gênes, il va ressortir souvent, même pour certains produits peut-être que vous n'attendez pas. Grande solubilité, dispersion et assimilation importante au niveau des pesticides. On a de la chance aussi ici, on n'en a pas beaucoup, mais pourtant, on retrouve, parce qu'on les recherche, et à partir de l'an prochain, nous, au CDR, on est en train de s'équiper pour rechercher certains pesticides dans les poissons, et donc on retrouve un certain nombre de pesticides, des poissons, encore une fois, des gros poissons, thon, espadons, voilà, et d'où l'intérêt de travailler sur des petits poissons. Les produits pétroliers sont, alors, juste un petit arrêt sur les produits pétroliers, il y a 130 000 tonnes dues au vidange des particuliers en Méditerranée, en particulier qui font leur vidange personnel et qui, tout ça part bien entendu, alors vous voyez que ça fait partie vraiment aussi de l'incivisme. Les lavages des cuves de moins en moins, bien sûr, parce que c'est surveillé, et des eaux de cale. Pour vous donner un exemple, on retrouve en Méditerranée, qu'on veuille ou pas, par an, et ce chiffre est sous-estimé, 650 000 tonnes de pétrole. Alors que le Haven, pour ceux qui sont les plus vieux, savez que le Haven, c'est un pétrolier qui s'est couplé au large de Gênes. Moi j'étais présent d'ailleurs sur cette opération, et il a largué moins de 130 000 tonnes. Alors en fait, par les lavages des cuves, pourtant bien entendu, vous voyez, les radios et la presse n'en parlent pas, ce qui compte c'est le Haven, c'est par contre 650 000 tonnes uniquement par le lavage des cuves qu'on retrouve. Alors, le pétrole, je vais vous surprendre, ça va détruire la vie animale, c'est du carbone. Ça va détruire la vie végétale, ça va vraiment faire une nappe partout, mais ça va être digéré. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez où on a les meilleures langoustes aujourd'hui en France? C'est là où il y avait la mucocalypse. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'effet réserve. Très vite, on va fermer complètement, isoler complètement cette zone, 30 ans, 20 ans, et pendant ce temps, on va, bien entendu, la zone va être protégée de toutes les activités humaines, le pétrole va être digéré. Ne me dites pas, faites pas dire ce que j'ai pas dit, il va y avoir des centaines de poissons qui vont mourir, des centaines d'oiseaux en particulier, parce que la mer étant irisée, elle est calme, et l'oiseau va venir se poser, et lui va être enlevé, et il ne va plus repartir. Mais les dispersants sont plus nocifs, et c'est ça qu'il faut comprendre, les dispersants aujourd'hui sont plus nocifs que le pétrole lui-même. Et on essaye aujourd'hui de trouver des produits tels que, en particulier des enzymes et des animaux planctoniques qui essayent d'avaler le plancton et en particulier des bactéries. On ne pourrait pas s'y attendre, mais ça existe. Des produits radiocontaminés, la radiocontamination, et je ne veux pas parler bien entendu de nos amis de Toulon, qui font très très attention avec la marine nationale, qui a beaucoup de bateaux, vous savez, nucléaires. Il y en a déjà au moins 6, les sous-marins, plus le porte-avions. Ça fait 7 bateaux qui ont des centrales nucléaires très importantes et qui peuvent préventer un risque de danger. Mais à Gênes, en 1982, on a jeté 150 conteneurs
à l'intérieur desquels c'était des essais de produits radioactifs, juste à 100 000 de gel. Et aujourd'hui, on se pose la question, parce qu'on est allé les regarder, ils sont rouillés, ces conteneurs. Et ben, ils vont s'ouvrir. Et alors, le gros problème, c'est qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé pour les récupérer. Pour vous dire, on reprend encore une fois, et c'est ça, ben, la mer, on jetait tout. Parce que c'était l'image que je vous ai montrée, c'est une ligne bleue. On n'est jamais descendu plus loin dessous. Nos anciens ils faisaient pareil, on jetait tout parce que ben, c'est une simple ligne bleue et c'est pas ça la mer. C'est l'intérêt un petit peu des plongeurs. Notions thermiques aussi, elles sont limitées en Méditerranée, mais elles existent dans le Rhône en particulier, c'est-à-dire les centrales nucléaires récupèrent de l'eau et bon, elles rejettent de l'eau chaude qui leur permettent bien entendu comme ça de se refroidir. Et cette variation de température est très grave. On le retrouve aujourd'hui avec le changement climatique, mais comme on l'a dit, ce n'est pas une pollution qui bouleverse entièrement la thermocline, qui tue des animaux. Il y a énormément, en particulier des sopes, qui sont des poissons très sensibles, qui mangent que de l'herbe, et qui sont en train ou de partir, ou de mourir, parce que les températures montent de quelques degrés. Parce que le poisson, contrairement à ce qu'on croit, c'est un animal très sensible, et il varie. La température compte beaucoup pour sa reproduction, on va voir que le milieu compte beaucoup, et c'est pas quelque chose, c'est pas un animal simple. Je crois que, et c'est ça qu'il faut comprendre. Les rivages, pour nos amis, je ne vais pas rentrer dans l'état de Monégasque, connaissent bien, c'est ce qu'on appelle, le professeur Ménez appelle ça des amputations. Dès qu'on construit, ça c'est vraiment une pollution, on met du béton, il ne pousse rien sur le béton. Après, on peut, c'est sûr, aller en Arctique et dire qu'on protège la mer. Ben, on installe des centaines et des centaines de litres de béton. C'est vraiment une pollution très importante. Et puis, il y a les pollutions sonores. Ça aussi, je voudrais attirer votre attention. Que ce soit le forage ou que ce soit le jet ski, c'est pas compliqué. Essayez de manger une biscotte et puis de demander à quelqu'un de vous parler. C'est exactement pareil pour les poissons, les mammifères marins. Ben, ils n'entendent plus rien. Et c'est vraiment une notion très très grave que d'avoir cette pollution, si vous voulez, sonore qui les gêne complètement dans leur comportement et qui les fait fuir. Important. Et on va le voir que la définition, si vous vous souvenez, parce que vous avez tous noté la définition de l'ONU, vous verrez à la fin la définition du Grenelle. Heureusement qu'elle a pris cette notion. Tout ça pour arriver rapidement sur le cas particulier des plastiques. Alors je vous ai mis cette photo parce que j'en ai presque assez de dire que la tortue, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Les tortues elles goûtent un petit peu, mais les sacs plastiques, j'en parlais aussi avec certains océanographes, les poissons ils savent un peu la différence. C'est comme vous ne mangez pas votre assiette en plastique. Une fois qu'il n'y a plus rien dans l'assiette, en principe vous arrêtez. Et ben, un petit peu la tortue, les mammifères, c'est un petit peu pareil, ils goûtent. Mais vous allez voir, là je reprends, ils goûtent les macro-déchets. Et vous allez voir que c'est plus sournois pour les micros et les nanoparticules. Microplastique, la définition c'est inférieur à 5 mm, là il y en a partout. Pas rentrer dans les détails, vous le savez, des plages en fait au grand fond, on est inondé, il y a même, et c'est pas la Méditerranée, on se contente bien, des continents entiers de plastique et voir que faire. Mais ce qui est plus embêtant, c'est les microbilles, c'est les cosmétiques qui représentent 20%. Et c'est des fibres synthétiques. Tout à l'heure, Patrick Féligel a parlé de il faut laver les tenues, vous savez, anti-taches, anti-transpiration, anti-plis. Aujourd'hui, tous les produits, on essaie vraiment d'être nickel de façon facile. Donc on met plein de perturbateurs endocriniens dessus. Et quand on les lave, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent, ils vont en mer. La station d'épuration actuellement n'est pas capable de traiter des nanoparticules, puisque ces produits perturbateurs, ils sont représentés à titre de nanoparticules. Et le poisson, il devient anti-tache, anti-transpirant, etc. Et ça lui plaît pas trop parce que lui, il n'a pas l'habitude. Et ce qui est